Bonsoir à tous et bienvenue. Lundi, c'est la rentrée, une reprise qui marque le retour des enseignants, mais aussi des salaires pour certains. Comment les vacataires ont-ils vécu ces vacances? Cette rentrée est-elle un soulagement? C'est ce qu'on verra dès le début de ce journal. Face au drame dans les hôpitaux, Pierre Dimba tire la sonnette d'alarme. Il a rencontré les directeurs des structures décentralisées de la santé. Il les a appelés à plus de responsabilité. Et puis il promet de servir les Britanniques toute sa vie comme sa mère Élisabeth II. Charles III, le nouveau roi d'Angleterre, a prononcé son premier discours ce vendredi. Lundi, élèves et enseignants regagnent les salles de classe. Un soulagement pour certains enseignants vacataires. Cette rentrée marque en effet le retour des salaires après des vacances qu'ils disent avoir vécues difficilement. Mardoché Kouassi, Mathurin Badé. En ce vendredi matin, veille de rentrée scolaire, les enseignants sont en réunion de rentrée avec leurs responsables pour préparer la reprise des classes prévue pour le lundi prochain. Parmi eux, des enseignants vacataires. Payés à l'heure, ils se retrouvent sans salaire une fois les cours terminés. Les vacances censées être une période de repos et de détente pour ces derniers deviennent une période d'angoisse où chacun cherche à sa façon à joindre les deux bouts. Les vacances ont été vraiment très difficiles. Parce que une fois que nous mettons fin à l'année scolaire, pour nous autres vacataires, nous n'avons plus de revenus. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de joindre les deux bouts. En tout cas, les vacances sont, je peux dire, difficilement passées parce que après les années, les 9 mois écoulés, on se trouve que nous n'avons pas de salaire. Nous cherchons, soit on fait une petite activité pour subvenir à nos besoins, en attendant que la nouvelle année commence. Au moment où s'annonce donc la reprise des cours, c'est un grand soulagement pour ces enseignants qui peuvent enfin entrevoir le bout du tunnel. La rentrée, c'est une joie pour nous, puisqu'en vacances, les vacataires ils n'ont pas de salaire. Donc la rentrée, avec la reprise des cours, on aura un salaire, on va pouvoir subvenir à nos besoins et tout ça. Donc pour nous, c'est une joie. La rentrée scolaire vient comme un ouf de soulagement pour nous vacataires. Et avec ça, on espère rembourser au moins tous les crédits, les prêts que nous avons contractés pendant ces vacances-là. Et avec cette nouvelle rentrée scolaire, non seulement ça nous permet de ne plus être oisifs, et aussi de joindre les deux bouts. Mieux, ils espèrent que le vent d'amélioration des conditions de vie et de travail qui souffle sur le pays à travers les mesures prises en faveur des fonctionnaires pourra bientôt les toucher pour leur permettre de travailler dans des conditions plus sereines. Cette nouvelle année scolaire est une lueur d'espoir, dans le sens où le discours du président de la République, c'est un discours qui a été fort de sens. Fort de sens, il a beaucoup parlé des fonctionnaires du public, mais par ricochet, les fonctionnaires du privé aussi sont concernés. Donc on attend beaucoup des assises de l'école pour que la situation salariale des enseignants du privé et particulièrement des vacataires soit améliorée. Tous espèrent en effet que la situation de ces enseignants va s'améliorer avec l'application très prochaine des conclusions des États généraux de l'Éducation nationale pour leur permettre d'être plus efficaces dans l'encadrement et la formation de nos enfants. Face aux nombreux dysfonctionnements dans les hôpitaux, le ministre Pierre Dimba a rencontré les directeurs des structures décentralisées de la santé. Il les a appelés à plus de responsabilités pour éviter des drames dus à une mauvaise prise en charge des patients. Le reportage de Pierre Dipomélin et Kimo Eric. Comme à une réunion de rentrée des classes, le ministre Pierre Ngoun Dimba, en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a engagé les directeurs des structures décentralisées de la santé à travailler avec plus de responsabilités pour améliorer la gouvernance des hôpitaux et mettre fin à la série de drames constatés ces derniers mois. L'objectif de cette rencontre, c'est de voir comment repréciser les responsabilités de chacun, quel que soit son niveau dans la pyramide des responsabilités de notre système, mais surtout remobiliser l'engagement de chacun et l'engagement collectif pour que notre système s'améliore, parce que, bien évidemment, on ne s'occupe que des choses qui sont importantes. Si vous voyez que le décès d'une mère, vraiment, met en branle toute la société, c'est parce qu'effectivement, c'est un drame. Au moment où on attend une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui peut nous arriver. Et vous comprenez donc le désarroi des familles, de la population
lorsque ces événements surviennent. Voilà pourquoi c'est important pour nous tous, acteurs donc, du système, de tous se remobiliser. Avant lui, l'inspecteur général Dr Ikissi Ablé est revenu sur les circonstances des décès maternels constatés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Selon l'enquête réalisée, le non-respect de la gratuité de la césarienne, le mauvais accueil et la négligence du personnel sont des faits malheureusement avérés. Le ministre a promis de tenir des rencontres régulières avec les responsables des CHR et CHU et les appuyer pour mieux accomplir leur mission. Le Japon apporte son appui financier à l'agriculture en Côte d'Ivoire. Le pays a reçu un don de 2,4 milliards de francs CFA, une contribution pour la fourniture de tracteurs et d'engrais pour la promotion de la mécanisation et l'amélioration de la productivité agricole, notamment dans le nord et dans l'ouest ivoirien. Salif Yadekwe. Le Japon en appui à la Côte d'Ivoire dans le domaine agricole. Cet accord signé mardi par Kandia Kamara, la chef de la diplomatie ivoirienne et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ikate Katsuya, est relatif à l'octroi d'un don d'un montant de 500 millions de yens, soit environ 2,4 milliards de francs CFA, est destiné à la fourniture de tracteurs et d'engrais pour la promotion de la mécanisation et l'amélioration de la productivité agricole dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte de flambée des prix généralisée, en raison des situations géopolitiques mondiales, je suis très heureux que mon pays accorde à temps à la Côte d'Ivoire ce genre de soutien qui renforcera sa sécurité alimentaire. Kandia Kamara, qui avait à ses côtés la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, s'est pour sa part félicité de la qualité des relations entre les deux pays, saluant ce geste du Japon. Elle a par ailleurs invité le secteur privé japonais à s'intéresser davantage à la Côte d'Ivoire. Je voudrais réitérer mon invitation au secteur privé japonais à prendre la place qui lui revient dans le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, notamment par la transformation sur place ici de nos matières premières agricoles et minières, dont le Programme national de développement PND 2021-2025 est le vecteur. Cet appui intervient après 2 soutiens financiers récents du Japon, respectivement d'un montant de 73 milliards de francs CFA dans le cadre de l'appui d'urgence en réponse à la Covid-19 et l'autre d'une hauteur de 107 milliards de francs CFA destiné au projet de renforcement de la liaison électrique Tahabo-Kossou-Bouaké. Du sport à présent avec l'ouverture des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. La Ligue professionnelle de football a procédé hier au lancement de la saison 2022-2023, une saison qui débute avec quelques innovations. Salif Yadekwe, Mathurin Baldé. Après quelques semaines de vacances, le championnat ivoirien reprendra ses droits samedi au stade Robert Champreau de Marcory avec 16 clubs pour la Ligue 1. Le lancement de cette saison 2022-2023 des championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 s'est déroulé jeudi soir à Abidjan Plateau. Occasion pour la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne de football avec à sa tête Yacine Idriss Diallo de présenter ce nouveau format qui a désormais un nouveau logo pour la Ligue 1. Nous devons professionnaliser et le faire avec les meilleurs. Alors on a une chance extraordinaire, c'est qu'avec la CAN, quand on va récupérer toutes les infrastructures, on pourra jouer au ballon à Abidjan, à Korogo, à San Pedro, à Bouaké, à Yamoussoukro. Mais ça change tout. Le fait de pouvoir retourner dans ces villes-là, avec la magie de la télévision aussi, donc je pense qu'on va avoir un championnat de meilleure qualité, une Ligue 1 de meilleure qualité. Les acteurs et observateurs du football ivoirien restent confiants quant au succès des compétitions. Cette année, on a atteint un championnat vraiment relevé. Le nombre de clubs est passé de 14 à 16 clubs. Et le match d'ouverture entre Lys et Bafing, c'est une très belle affiche. Aujourd'hui, on sait que Lys, c'est un club qui attire du monde derrière. Et Bafing aussi, la saison dernière, a montré de telles belles choses dans les championnats. Je pense que ça sera une confrontation vraiment de haute volée. L'équipe de Haïdara Swahilio, qui s'est qualifiée pour le prochain championnat d'Afrique des Nations, a été félicitée au cours de ce lancement.
Un autre pays qui démarre aussi ses championnats, c'est le Djibouti. C'est dans ce pays que l'ex-international ivoirien Salomon Kalou évolue désormais. L'ancienne star de Chelsea a été présentée dans son nouveau club, l'Arta Solar 7, un club porté par l'homme d'affaires ivoirien Tommy Nikos Tayoro. Les précisions de Salif Yalekwe. L'international ivoirien Salomon Kalou a officiellement été présenté mercredi à son nouveau club, le Arta Solar 7 de Djibouti, mercredi dernier, au cours d'une cérémonie. Accueilli sous de vives ovations par ses coéquipiers et les dirigeants de l'équipe, l'attaquant ivoirien a exprimé sa grande joie de rejoindre le Arta Solar 7 après une longue carrière en Europe. Je suis heureux. Merci Tommy de m'avoir convaincu d'adhérer à ce projet parce que je pense que c'est un projet qui va faire du bien au football africain. Moi qui ai eu la chance de jouer à Chelsea, j'ai vu comment on a commencé à Chelsea aussi. Et on est parti de loin, de très loin. Et Chelsea aujourd'hui est devenu le club qu'il est. Donc voilà, pourquoi pas devenir le Chelsea d'Afrique. C'est une possibilité. Pour sa part, le président du Arta Solar Djibouti, le franco-ivoirien Tayoro Tommy Nikos, a traduit sa satisfaction d'accueillir Salomon Kalou dans son écurie. Monsieur Salomon Kalou, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui à Djibouti, chez Arta Solar 7. Je pense que c'était un secret pour personne, hein. On en parlait déjà un bon moment. On m'a toujours appris de persévérer dans tout ce qu'on fait. C'est ce que j'ai fait. Et il est là aujourd'hui parmi nous. Et je lui dis un grand merci. On a recruté pas mal cette année au sein d'Arta Solar 7. Nous avons des joueurs qui viennent de divers horizons. Parce que je veux tout simplement passer à une étape supérieure. Salomon Kalou va disputer son premier match avec son nouveau club ce dimanche 11 septembre prochain face à Al Merreikh Sporting Club, une équipe soudanaise dans le cadre des éliminatoires de la Ligue des champions africaine. Dans l'actualité internationale, le premier discours ce vendredi de Charles III, le nouveau roi d'Angleterre, au lendemain de la disparition de la reine Elisabeth II. Il promet de servir les Britanniques toute sa vie, comme sa mère. Le récit de Pierre Dipomella. Je m'efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour comme je l'ai fait tout au long de ma vie, a indiqué le roi Charles III lors de son premier discours après le décès de la reine Elisabeth II après 70 ans de règne. J'ai été élevé dans le sens du devoir envers les autres et à tenir le plus grand respect les plus précieuses traditions, liberté et responsabilité de notre histoire unique et de notre système de gouvernement parlementaire. Comme la reine elle-même l'a fait avec un dévouement inébranlable, je m'engage moi aussi solennellement, pendant le temps que Dieu m'accorde, encore, à défendre les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation. Le roi Charles III remercie sa défunte pour son amour et son dévouement à la famille et au pays. Et à ma maman chérie, alors que vous commencez votre dernier grand voyage pour rejoindre mon cher défunt père, je veux simplement dire ceci. Merci. Merci pour votre amour et votre dévouement à notre famille et à la famille des nations que vous avez servi avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que des vols d'anges te chantent jusqu'à ton repos. Le monde entier rend hommage à la reine. Au nombre de ces hommages, celui du président Alassane Ouattara, qui salue dans un tweet la mémoire d'une femme d'État exceptionnelle aux grandes qualités humaines. J'adresse mes condoléances les plus émues au roi Charles III, à la famille royale et au peuple britannique, a conclu le chef d'État ivoirien. Et puis les Britanniques vivent au rythme du deuil après la disparition de la reine Elisabeth II. Ils sont sortis nombreux, gerbes de fleurs en main, devant la porte du château de Windsor en hommage à la défunte reine. Pierre Dipomella. Des notes manuscrites et des fleurs s'empilent devant la porte du château de Windsor. Les habitants et les touristes se promènent le long du walk pour se souvenir de la reine Elisabeth II, décédée à 96 ans après 70 ans de règne. Les drapeaux sont en berne depuis l'annonce du décès. Les cloches des églises et les coups de canon ont été entendus à travers la ville. Son fils, le roi Charles, prend le trône à 73 ans lors de son tout premier discours
il s'est engagé à servir son pays avec dévouement et loyauté durant le temps qui lui reste à vivre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.